L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 184. Notre invité ce soir est Jean-Noël Barrot. L'hebdo politique. Jean-Noël Barrot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député MODEM de la 2e circonscription des Yvelines. Vous êtes vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Un vice-président en mission pour la nouvelle année, puisque vous avez été chargé il y a 2 semaines désormais par le Premier ministre Jean Castex d'identifier les territoires les plus fragilisés par la crise de la Covid. Et ce, en vue de les aider ensuite pour la relance, le rebond, l'après-Covid. Une mission de 6 mois avec des premières propositions attendues fin mars de votre part. Jean-Noël Barrot, votre CDD, si je puis dire, pour cette mission vient de débuter. Selon vos premières impressions et les premières rencontres que vous faites sur le sujet, est-ce qu'il existe des territoires qui ne sont pas fragilisés aujourd'hui par la crise de la Covid et qui n'ont pas besoin d'aide de votre part? Alors écoutez, d'abord, ce que nous allons essayer de faire tout au long de ces 6 mois de mission, c'est d'identifier les territoires qui cumulent les fragilités préexistantes. Il y a des fractures dans notre pays qui ne datent pas de la Covid-19 et les fragilités liées à la crise de la Covid-19. Et donc c'est un gros travail de diagnostic que nous allons mener en consultant très largement les acteurs économiques de terrain, les élus locaux, et en mobilisant aussi la statistique publique, les données qui sont nombreuses aujourd'hui et qui nous permettent de suivre un petit peu l'évolution de la situation. Y a-t-il des territoires qui ne sont pas impactés par la Covid-19 ? Évidemment que non, mais il y a des grandes divergences, des grandes différences entre les territoires qui sont affectés, et ça dépend assez largement de la structure de leur tissu économique. On pense naturellement à des zones touristiques, comme les zones de montagne aujourd'hui, ou les zones côtières. On pense à des zones qui sont particulièrement exposés à l'aéronautique. On pense à la Haute-Garonne et la région de Toulouse notamment, mais on pourrait penser aussi aux Yvelines qui vont être affectées, oui, mais qui ont peut-être un peu plus de... l'aéronautique. Avec l'automobile, avec l'aéronautique, mais qui ont peut-être un peu plus de ressources, un peu plus de force, qui sont entrées dans la crise avec plus de dynamisme que des régions comme la Haute-Garonne, comme celle de Toulouse, où l'aéronautique est très concentrée et où il y avait des fragilités préexistantes. Donc ces territoires sont déjà ciblés, ou alors vous vous basez sur ce que l'on sait déjà de ces territoires, ou alors vous avez commencé déjà à percevoir là en Haute-Garonne des problèmes dans les Yvelines, peut-être parce que les Yvelines c'est un département connu comme riche, mais il y a une grande disparité entre Trappes et Voisins-le-Bretonneux, entre Mantes-la-Jolie et Chatou. C'est tout à fait vrai, et donc on a décidé de mettre la focale, non pas sur les départements, mais sur ce qu'on appelle les zones d'emploi, c'est-à-dire en gros les bassins de vie, là où on vit et où l'on travaille, pour être plus près des réalités du terrain. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de croiser les fragilités d'avant, les fragilités préexistantes, là où il y a eu notamment des mouvements gilets jaunes qui ont exprimé ce sentiment de déclin, avec les conséquences qui sont pas si évidentes que ça à mesurer de la crise de la Covid, pour identifier les 10, 20, 30 zones d'emploi, 30 bassins de vie qui risquent d'être durablement affectés si des solutions ne leur sont pas apportées. Alors évidemment, des solutions, elles ont commencé à être déployées avec les mesures de soutien, avec le plan de relance aussi. Exactement. Ce que nous allons vérifier, c'est que les acteurs, localement, disposent bien de tous les outils nécessaires pour répondre à ce grand défi du rebond économique territorial. Et éventuellement, vous allez leur proposer de nouveaux outils, comme vous dites, une nouvelle manne financière pour ces territoires qui seraient... Pas forcément de la manne financière, mais peut-être d'identifier ce qui bloque la reconversion des salariés, par exemple la restructuration de certaines entreprises, la réadaptation de certains modèles d'affaires. Et puis aussi, on va s'attacher à identifier les expériences localement qui ont permis à des entreprises de se reconvertir et à des bassins d'emploi de faire face à la crise en se réinventant pour que ça puisse être un exemple pour d'autres territoires. Vous qui êtes député de la 2e circonscription des Yvelines, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour notre département ou pour certains territoires de ce département? Probablement pas pour la 2e circonscription qui n'est
pas enjeu, j'imagine, mais pour d'autres circonscriptions, d'autres zones d'emploi, comme vous l'évoquiez? Oui, je crois qu'il faut évidemment regarder avec la plus grande attention ce qui se passe dans notre département. Comme je le disais, nous avons la chance de vivre dans un département qui globalement est plutôt dynamique en termes démographiques, en termes de création d'emplois, en termes de taux de chômage. Mais ça ne veut pas dire que les grandes industries qui structurent notre département, et je pense à la vallée de Seine, je pense à l'aéronautique, qui vont évidemment souffrir dans les mois qui viennent, eh bien, elles vont avoir besoin de tout l'accompagnement nécessaire pour bien se projeter dans l'avenir et puis sauvegarder leur écosystème. Parce que derrière les grands groupes qu'on connaît bien, Airbus, PSA, Renault, etc., il y a tout un écosystème de sous-traitants qu'il est évidemment impératif de pouvoir préserver pour qu'au moment où reviendra la croissance, au moment où reviendront les perspectives de développement pour ces grandes entreprises, ces fleurons français, eh bien, leurs sous-traitants soient toujours là. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de cette crise économique qui est en train de voir jour et qui va s'accélérer une fois que les mesures de l'État vont s'arrêter pour de nombreuses entreprises. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on arrive à mesurer l'ampleur de la crise qui nous attend quand tout ça va, entre guillemets, revenir à la normale, que les aides vont s'arrêter, ou alors on va avoir de très mauvaises surprises d'après vous? Est-ce qu'il faut être pessimiste sur le sujet? C'est très difficile à dire parce que d'abord c'est indexé sur l'évolution de l'épidémie, même si nous commençons à mesurer à quel point les dispositifs de soutien, les premiers, le chômage partiel, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État ont été massivement distribués, il y a une forme d'incertitude sur l'efficacité et la rapidité de déploiement du plan de relance, même si c'est quelque chose auquel nous travaillons avec le gouvernement et le Parlement, et puis les services de l'État déconcentrés. Mais plus généralement, ce qu'on ne connaît pas bien, et ça fait partie du travail que va mener la mission, c'est l'état de fragilité des entreprises et des territoires au moment où ils sont entrés dans la crise. Et ça va être assez déterminant puisque d'une certaine manière, toutes les mesures de soutien et de plan de relance ont anesthésié le pays et l'économie du pays. Il va falloir, parce que l'économie c'est un être vivant, si je puis dire, qui se régénère en permanence, il va falloir à un moment donné éteindre progressivement certains dispositifs de soutien. Et à ce moment-là, eh bien, toutes ces entreprises qui peut-être auraient connu des difficultés indépendamment de la crise, vont les connaître effectivement. Et parmi les craintes qu'on peut avoir, c'est que d'abord on ait beaucoup de faillites en même temps. Avoir beaucoup de faillites en même temps, c'est compliqué parce que une faillite, c'est un sujet qui mérite beaucoup d'attention. Et quand on a beaucoup de faillites en même temps, ça veut dire qu'on doit les traiter un peu dans l'urgence. Bien sûr, ouais. Donc on perd l'attention sur chacune d'entre elles. Exactement. Et le deuxième sujet, c'est que malgré tout, et malgré les aides, les entreprises de France, les indépendants aussi, vont avoir accumulé beaucoup de dettes. Et la dette, non seulement ça peut parfois vous pousser à la faillite, mais souvent ça va vous décourager de continuer votre activité. On va reparler de ce sujet de la dette qui inquiète beaucoup de monde. Juste sur le calendrier de votre mission, donc c'est 6 mois, avec une première étape fin mars, avec des propositions... C'est ça, et des déplacements toutes les semaines, et le premier sera la semaine prochaine en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va commencer activement la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a voté le prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 1er juin, si mes informations sont bonnes, puisque ce n'est pas les bonnes sur l'affiche. Celui-ci devait s'arrêter mi-février, le 16 février initialement. C'est la 7e fois que vous débattez du sujet à l'Assemblée nationale depuis mars dernier, et le premier état d'urgence. Suite au début du confinement, le Sénat étudiera le texte la semaine prochaine. Est-ce que cette prolongation est le signe avant-coureur d'un nouveau confinement? Est-ce qu'il faut le percevoir comme ça? Est-ce que c'est ce que vous dites aux acteurs économiques que vous rencontrez, que vous allez rencontrer? Est-ce qu'il faut se préparer au pire aujourd'hui, à un reconfinement, un 3e confinement? Je crois qu'il faut se préparer à toutes les éventualités sur le plan des restrictions sanitaires, puisqu'on voit dans d'autres pays, avec l'arrivée des variants, exactement, on a vu les choses se durcir. On les avait d'ailleurs vues se durcir. Le Portugal ferme ses classes pour 15 jours aussi. Voilà. Il faut se rappeler d'ailleurs à ce sujet que on a eu la chance en France, alors c'est peut-être l'action du gouvernement, peut-être en partie l'évolution épidémique spécifique à notre pays, que les classes, comme vous le dites, sont restées ouvertes. Oui. Et ça, c'est une quasi-exception en Europe.
Donc il faut s'attendre quand même à toutes les éventualités, même si le vaccin nous donne un horizon intéressant de sortie de crise et que les dispositifs de soutien de l'économie sont absolument massifs et que à chaque fois qu'une restriction est imposée, il y a en face de la restriction des soutiens qui sont accordés aux entreprises. Ensuite, sur l'état d'urgence, il y a eu un débat au Parlement sur la nécessité ou non de prolonger cet état d'urgence aussi loin, puisque l'état d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on autorise le gouvernement à prendre des mesures restrictives de liberté. Bon, donc on a eu ce débat et il y a eu un compromis de trouvé entre le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement voulait inscrire dans la loi certaines dispositions de l'état d'urgence. Et le Parlement a dit non. Venez nous interroger et nous demander notre approbation chaque fois que vous voulez repousser la date limite. Et c'est ce compromis-là qui a été trouvé. Donc le gouvernement a consenti. Alors là, c'est jusqu'au 1er juin. Du coup, le gouvernement ne reviendra pas devant vous jusqu'au 1er juin, ou enfin en tout cas quelques semaines avant, s'il y a besoin encore de proroger cet état d'urgence. Alors ça ne fait pas le contentement de tout le monde. J'aimerais qu'on écoute l'un de vos collègues qui a pris la parole le mercredi soir. C'est Philippe Gosselin, député LR. On va l'écouter tout de suite. N'enfermez pas notre démocratie. Permettez-lui de respirer. Et elle respire comment? En ayant des clauses de revoyure régulières avec le Parlement. C'est le lieu, le cœur battant de la démocratie. Oui, à un conseil scientifique et pourquoi pas sous certaines conditions. Oui, à des conseils de défense, pourquoi pas dans certaines conditions. Mais quand conseil scientifique, conseil de défense, haut conseil à la vaccination et les jurés citoyens s'accumulent pour écarter le Parlement, nous disons non, le cœur battant de l'état de droit, il est ici. Il y a beaucoup de parlementaires qui se plaignent de la situation, puisque aussi l'état d'urgence sanitaire, ça veut dire qu'on prend des mesures sans en référer au Parlement. Est-ce que vous comprenez ces critiques? Est-ce que vous dites... Oui, je les comprends. Comme parlementaire, je comprends qu'on puisse exiger que le Parlement soit interrogé à chaque fois que des mesures sont prises qui restreignent les libertés publiques. Il faut noter premièrement que dans d'autres pays, les libertés ont été restreintes de manière beaucoup plus forte que la France. Et je ne parle pas de pays éloignés, je parle de pays européens. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi noter que le gouvernement avait prévu quelque chose de beaucoup plus, je dirais, signifiant, beaucoup plus restrictif, qui était d'inscrire dans le dur de la loi certaines mesures de l'état d'urgence sanitaire. Et nous avons, avec les députés de la majorité, évidemment l'opposition qui était opposée, mais nous avons obtenu du gouvernement et du Premier ministre que cette première version du texte soit retirée et qu'on revienne bien demander la prorogation d'un texte exceptionnel plutôt que l'inscription dans les textes permanents de mesures exceptionnelles. Mais le gouvernement, il est vrai, a besoin d'une certaine forme de liberté pour agir efficacement pour la sécurité des Français. Est-ce que vous pensez que ce sera la dernière fois cette fois-ci qu'on va prolonger cet état d'urgence? Bien malin qui peut le dire. La fin de la crise, ça sera quoi? Quand tout le monde sera vacciné, c'est ça la perspective à laquelle on doit s'attacher? Ce que vous dites aussi aux auditeurs qui peuvent nous écouter, à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux? Oui, je crois que la fin de la crise, c'est d'une certaine manière soit l'immunité collective, soit notre capacité ou la capacité de notre système de santé à accueillir les malades en réanimation sans avoir à faire de choix entre les personnes qu'on sauve et les personnes qu'on ne serait pas en capacité de sauver. Et puis, ça c'est pour le sanitaire. En matière économique, c'est évidemment la reprise de la consommation qui aujourd'hui est très largement bridée et qui va entraîner la croissance avec elle. Et puis en matière sociale, c'est évidemment, et là c'est un vaste sujet, parce que les conséquences sont encore loin d'être bien estimées de cette période de confinement, et je pense aux étudiants, peut-être qu'on en dira un mot. Les conséquences sociales de cette crise, elles mériteront évidemment toute notre attention. Vous parliez des aides, juste pour rebondir là-dessus, un sujet qu'on a déjà évoqué en début d'émission. Jean-Noël Barrot, Olivier Dussopt a déclaré que le quoi qu'il en coûte, il devra s'arrêter en 2021. Est-ce que vous craignez aussi que certains prennent des mauvaises habitudes avec cette dette qui gonfle, cet argent qui coule à flot, et qu'il faudra à un moment remettre les pieds sur terre à tout le monde en disant que bon, c'était exceptionnel mais ça ne pourra pas durer? Je crois qu'il faut que chacun soit convaincu de deux choses. La première, c'est que la France n'a pas de problème pour s'endetter aujourd'hui, tant les taux sont bas. On a fait croître la dette, comme chacun sait aujourd'hui, de 20 points du produit intérieur brut, de 20 points de PIB. 700 milliards d'euros de dette. On a fait croître la dette comme jamais on l'avait fait en une seule année, et pourtant, les intérêts que nous payons à nos créanciers ont baissé en 2020. Tant les taux d'intérêt sont bas, et tant la signature de la France est respectée.
D'accord, c'est-à-dire qu'on recherche en gros les obligations françaises. C'est ça. Il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à prêter de l'argent à la France que d'argent que la France cherche à emprunter aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'endetter à l'infini ? Pas du tout. Parce que quand on s'endette, ça veut dire qu'un jour, on devra rembourser. J'allais vous demander, on va tout rembourser un jour ? Honnêtement, parce que c'est des débats qui s'installent. Est-ce qu'il faut tout rembourser ? En tout cas, il faut être en capacité de rembourser. Mais plus généralement, moi, je suis très attaché à un principe simple. C'est que si 1 euro est dépensé par l'État, il doit l'être efficacement. Il doit servir à quelque chose, et notamment, il doit servir à quelque chose que les ménages, les entreprises ne peuvent pas accomplir. Et donc... c'est la bonne dette. C'est ce que vous dites, il y a de la bonne dette en gros. Il y a de la bonne dette et il y a de la mauvaise dette. Si on utilise la dette pour répondre à des situations concrètes et le faire efficacement, et en particulier en ce moment, sauver nos entreprises, alors c'est une dette que l'on peut assumer. Si on dépense de manière inefficace, alors c'est les Français que l'on spolie, et mieux vaut leur rendre en quelque sorte leur argent, leur rendre leur impôt, que de dépenser inefficacement. Sur ce débat du remboursement de la dette qui va peser forcément sur les futures générations qui ne sont responsables de rien, est-ce que à gauche, on dit que ça ne sera pas possible de rembourser, que c'est une folie, une bêtise, qu'on fait croire des choses aux gens qui ne sont pas vraies. Quelle est votre position à vous en tant que, aussi, je sais, spécialiste du sujet ? La dette... C'est vrai que 2700 milliards d'euros, c'est des chiffres qui ne parlent pas aux économistes. La dette, elle va être remboursée au fil du temps, mais ce qui est important... Le problème, c'est que ce ne sera pas la seule crise. Emmanuel Macron le dit lui-même, donc on va accumuler comme ça les milliards à chacune des crises. Alors, c'est là où il faut qu'on soit attentif, puisque qu'est-ce qu'ont fait les autres pays d'Europe entre 2009, après la crise des subprimes, enfin la crise de 2008, et 2020 ? Eh bien, ils se sont désendettés d'au moins 20, 30, parfois 40 points de leur produit intérieur brut. Pendant que la France, elle, a continué à s'endetter. Et résultat, la France est entrée dans la crise avec quasiment déjà 100 points de PIB de dette, alors que les autres partaient de beaucoup plus bas. Et je crois que c'est important de préparer les crises en étant vertueux dans les périodes Ce qui veut dire que quand ça repartira, il y aura forcément des plans d'austérité qui seront mis en place pour combler Non, la meilleure manière en tout cas de faire baisser ce ratio de dette sur PIB, c'est évidemment de rembourser un tout petit peu la dette, mais c'est surtout de faire croître le PIB. Et donc l'enjeu majeur, c'est comment est-ce qu'on a la croissance la plus dynamique en sortie de crise. Jean-Noël Barrot, on va revenir à un sujet beaucoup plus simple, beaucoup plus aussi dur dans l'actualité, c'est la situation des étudiants. Cette semaine, les inscriptions sur la plateforme Parcoursup ont débuté. Emmanuel Macron aussi s'est déplacé à l'université de Paris-Saclay. Vous êtes député de la 2e circonscription des Yvelines, le canton de Versailles-Sud. Il y a des locaux de l'UVSQ dessus, mais aussi d'HEC que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à tous ces étudiants qui ont beaucoup de difficultés, notamment d'un point de vue psychologique pour durer dans cette crise ? Ils sont seuls, parfois éloignés de leur famille. On voit que même si des mesures sont apportées, éventuellement un cours, une journée en présentiel par semaine pour certains étudiants, le retour en TD en demi-groupe pour les premières années, voilà. On sait que ça va être encore compliqué, 6 mois, 9 mois pour eux. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment doivent-ils s'accrocher ? Mais je leur dis bravo d'avoir tenu déjà tous ces longs mois depuis mars dernier. Et je leur dis courage, parce que je mesure à quel point cette situation est très difficile quand on est dans un âge où on découvre la vie d'adulte. C'est le moment où on peut expérimenter plein de choses, où on fait les rencontres. On bouge, on vit, on fait des rencontres qui structurent la suite de notre parcours. Et moi, je souhaite en tout cas qu'on puisse, et je crois que c'est ce que le président de la République a dit, et je suis très heureux qu'il soit aussi venu le rappeler à Saclay, qu'on puisse mettre en place un vrai plan pour notre jeunesse. Il y a aujourd'hui des mesures de soutien, notamment pour ceux qui ont terminé leurs études et qui rentrent sur le marché du travail. Mais je crois qu'il va falloir que l'on rattrape les choses pour cette génération Covid qui, depuis de trop longs mois, est en quelque sorte l'otage de cette épidémie et cloîtrée dans des chambres d'étudiants. Et à ceux qui sont inquiets, qui sont aujourd'hui en terminale et qui vont, eux, rentrer dans cette vie d'étudiant, pour eux aussi, ça peut faire peur. Est-ce qu'on peut leur dire d'ores et déjà que la rentrée prochaine
sera une forme de retour à la normale pour eux qui pourront retourner en cours. Il faut être optimiste pour ces jeunes qui nous écoutent et qui vont commencer la faculté ou les grandes écoles d'ici 6 mois, 9 mois là aussi. C'est difficile de leur dire à l'avance, mais ce que je peux leur dire, étant moi-même universitaire et professeur, c'est que je sais que les professeurs sont pleinement conscients des difficultés que traversent les étudiants et qu'ils mettent tout en œuvre pour que l'adaptation de leurs enseignements soit le moins pénible à suivre pour les étudiants qui sont dans leur salle, dans leur chambre d'étudiants avec Zoom allumé toute la journée. Et donc, je crois qu'il faut aussi et j'encourage tous les enseignants, mais dont c'est la vocation, de faire le maximum pour rendre cette période la plus acceptable possible pour les étudiants. On va évoquer un autre sujet avant de parler des élections régionales et départementales qui vont éventuellement se tenir en juin prochain. Jean-Noël Barrot, cette semaine a débuté à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi confortant le respect des principes républicains par une commission spéciale. Sujet éminemment complexe et qui peut prêter à la polémique. C'est 51 articles en tout, 1835 amendements précisément. C'est inscrit sur le site de l'Assemblée nationale. On ne va pas rentrer dans le détail des articles, c'est trop compliqué. Ça fait suite au discours d'Emmanuel Macron qui avait eu lieu le 2 octobre dans les Yvelines, au Mureaux précisément. On en a beaucoup parlé dans cette émission avec notamment Aurore Berger. Sur le principe, est-ce que vous pensez que ce projet de loi, ces 51 articles que vous avez dû déjà regarder de votre part, va répondre à l'objectif fixé qui est de lutter contre l'islamisme, le séparatisme islamiste, excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'il cible bien les choses ? Oui, je crois que le texte, il apporte un certain nombre d'ajustements qui sont très bienvenus de notre dispositif qu'on appelle la loi de 1905 et qui permet de faire vivre la laïcité qui pour moi est un principe de protection de la liberté de croire ou de ne pas croire et d'exercer un culte ou de ne pas en exercer un, mais qui est peut-être un peu trop dévoyé, un peu trop souvent dévoyé, comme on l'a vu par non pas je dirais, ou pour non pas des intentions religieuses, mais des intentions politiques. Et je crois que le mérite de ce texte, c'est de clarifier les choses et d'indiquer clairement. Donc en l'état, si vous étiez amené à voter, vous, aujourd'hui là-dessus, vous voteriez pour. Oui, alors bien sûr. Il va être modifié, retouché. Oui, absolument. Nous avons fait des propositions. Notamment, j'ai été très sensible, moi, à des sollicitations que j'ai reçues de la part de beaucoup de familles des Yvelines sur l'instruction à domicile et la capacité de limiter fortement avec le texte. Très contrainte, donc j'ai déposé un certain nombre d'amendements avec mes collègues du MoDem pour permettre à ces familles de continuer à faire l'instruction à domicile parce que ça fait partie de la liberté et la liberté du choix de l'enseignement qu'on donne à ses enfants, c'est à mon avis une liberté fondamentale. Il y a un amendement qui a fait beaucoup de bruit, qui a été jugé irrecevable, présenté par votre collègue yvelinoise Aurore Berger, qui voulait interdire le port du voile pour les jeunes du FIF. Finalement, le sujet ne sera pas évoqué puisqu'il a été rejeté cet amendement par cette commission spéciale. Et sur le fond, est-ce que ça n'empêche pas le débat de continuer? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Non, je suis d'accord assez souvent avec Aurore Berger, mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. S'attacher par la loi à restreindre les signes ostentatoires, au-delà du fait que, en l'occurrence, ça touchait à une religion en particulier, je pense que c'est peine perdue, si je puis dire. Et si l'on se réfère au débat qui avait lieu pendant la loi de 1905, où ces sujets ont été évoqués, non pas pour le foulard, mais plutôt pour la soutane, ou pour même pour des jeunes enfants, vous êtes contre la question du vêtement, les pères fondateurs, si je puis dire, de la laïcité, ceux qui ont conçu la loi de 1905 avec Aristide Briand, ils ont dit ça sert à rien d'essayer de cibler, de faire un catalogue des vêtements, parce que aussitôt qu'on aura fait un catalogue, ce sont d'autres vêtements qui apparaîtront pour manifester d'une manière ou d'une autre la religiosité. Donc d'une certaine manière, c'est peine perdue. Et s'agissant des enfants, je crois que c'est vraiment évidemment pas souhaitable. Mais vous faites confiance aux Français pour qu'ils le fassent. Je crois que c'est pas à la loi d'aller chercher chaque détail de la tenue vestimentaire. Jean-Noël Barrot, vous êtes secrétaire général du MoDem. Quelle sera la stratégie de votre parti pour les élections départementales et régionales? Alors c'est deux sujets différents, mais on va voter le même jour. Alliance partout avec La République En Marche, ou alors il faut aussi savoir négocier avec LR, notamment avec Valérie Pécresse en Ile-de-France? Mais écoutez, c'est ce qui est déjà le cas, hein.
Vous appartenez à la majorité Bien sûr, LR. 13 conseillers régionaux de la majorité de Valérie Pécresse sont adhérents du MoDem. Sur les élections régionales, ce que nous souhaitons au niveau national, je suis secrétaire général du MoDem et je m'occupe donc des élections à ce titre, c'est de faire maison commune avec les autres formations de la majorité présidentielle dans chaque région. Nous n'aurons pas exactement la même stratégie dans chaque région. Peut-être nous aurons des listes autonomes dans certains cas. Peut-être nous aurons des stratégies d'alliance avec d'autres formations dans d'autres cas. Mais c'est de faire la maison commune avec La République En Marche. Chaque région aura sa tendance selon les réalités locales, en gros. C'est ça. Et donc, rien n'exclut que l'on puisse nouer des alliances au premier ou au second tour avec des candidats sortants, à condition qu'ils le souhaitent, bien sûr. Et ça, c'est une autre affaire. On va faire en clair. Possiblement, il pourrait y avoir alliance avec Valérie Pécresse si les négociations se passent, si vous avez des signes de sa part et si vous voyez que pour vous c'est très compliqué avec Jean-Michel Blanquer qui serait potentiellement votre candidat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que nous souhaitons, c'est d'éviter que la gauche revienne aux affaires en Ile-de-France. Et si à un moment donné ça suppose une alliance et de reconduire l'alliance avec Valérie Pécresse, en tout cas, moi, à ce moment-là, je pense qu'il faudra prendre cette décision pour que, si nous ne sommes pas en capacité de gagner seuls, en quelque sorte, la région reste de bonnes mains. C'est assez clair. Dans les Yvelines, la réalité, vous la connaissez, 42 conseillers départementaux, tous à droite. Est-ce qu'il faut faire s'allier avec la droite locale, avec Pierre Bédier, ou alors il faut qu'il y ait une opposition que vous pourriez éventuellement vous incarner? Bon, je sais pas, mais dans tous les cas, il faut que nous puissions faire entendre. C'est un département particulier, les Yvelines, c'est unique en France d'avoir une seule couleur politique. Oui, mais je crois qu'il faut que le centre fasse entendre sa voix dans un département qui est vraiment centriste, au fond, et qui, il est vrai, est gouverné, si je puis dire, par des élus qui sont plutôt de tendance de droite, même si dans les conseillers départementaux, il y a aussi beaucoup de centre droit et de droite très modérée, avec laquelle, pour ma part, je travaille. Et si Pierre Bédier vous approche, est-ce que vous seriez prêt à négocier avec lui? Nous avons des discussions, mais avant, après, en permanence avec Pierre Bédier, et nous allons vocation à les poursuivre. On n'en est pas là parce que en ce moment, les Français et les Yvelinoises et les Yvelinois ont d'autres sujets en tête que les élections. Je vous pose la question juste pour conclure, parce que vous disiez à la région Île-de-France, il faut empêcher que la gauche revienne au pouvoir. Il y a moins de risques dans les Yvelines. Est-ce qu'il faut empêcher que la droite reste hégémonique à ce point-là, en ayant les 21 cantons dans son escarpelle? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un rééquilibrage et que la sensibilité que nous incarnons et dont nous avons démontré aux élections municipales qu'elle trouve ses électeurs au Chesnay, à Villepreux, à Port-Marly, etc. Nous avons des maires. Cette sensibilité-là, elle mérite d'être mieux représentée. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça que nous allons essayer de faire. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot d'avoir participé à cette hebdo politique sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes député MoDem des Yvelines et à ce titre vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci encore. Merci à vous. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain sur Sensation. L'hebdo politique.